euh, c'est un plan bien rapide, là. En fait, des permis au Canada, il y en a trois. C'est permis usage exclusif du propriétaire, permis domestique, permis exportation. Il y a aussi, oui, on peut rajouter, ben, c'est un permis d'exportation aussi, mais permis d'exportation au niveau de l'Union européenne. J'ai aussi pris l'initiative de parler de tests et d'étapes aussi préalables à faire, de parler de vétérinaires accrédités, de parler de méthodes de récolte. Puis la partie là, vraiment que Marie-Claude va faire, c'est des tests qu'elle fait, en tout cas au niveau de l'analyse tout de suite après la récolte, test 24 heures, test 7 jours, la conservation, puis tout ça là, vraiment qui est important d'avoir, je pense, dans tout ce processus-là d'insémination puis de récolte, c'est important de connaître toutes les étapes, puis de ne pas en sauter une parce que c'est vite tout perdu, ces pauvres petites semences-là. Faut dire aussi, c'est l'Agence canadienne qui est responsable de la réglementation. L'avertissement que je donne, ce que je mentionne aujourd'hui, c'est ce qui est dans les diapositives. C'est recueilli directement sur le site de l'Agence canadienne, entre autres, pour tout ce qui est réglementation. Mais demain, moi, si l'Agence canadienne fait des modifications, ben, ça ne fait pas partie de mon PowerPoint, ça ne sera pas là nécessairement à jour. Donc, il faut toujours se référer à l'Agence canadienne pour valider s'il y a eu des changements, puis se tenir à jour, peu importe le permis. Fait que ça, c'est un préalable toujours, parce que si on saute une étape, ben, ça peut rendre tout le processus invalide puis inefficace, puis on peut être obligé en fait, de jeter la semence aussi. Bon. C'est sûr qu'avant de penser à la récolte, il faut faire son choix de permis. Puis ça, on va voir dans les prochaines diapositives aussi les types de permis, puis quelles sont les possibilités avec chaque type de permis. Si c'est pour, exemple, utilisation personnelle, c'est à l'intérieur du troupeau même. Si c'est pour la vente, est-ce que c'est pour la vente? Oui, dans quel pays ou quelle province? Est-ce que c'est seulement au Canada ou il y a une possibilité d'exportation? Pour voir aussi, puis on va en parler un petit peu plus tard, le vétérinaire accrédité, est-ce que votre vétérinaire régulier à la ferme, est-ce qu'il est accrédité? Ça va être une question vraiment importante à considérer pour vous autres. La façon de récolter aussi, comment on conserve la semence, où et par qui. Le choix du bouc, ben, ça vous appartient plus nécessairement, puis s'il y a des préparations aussi particulières à faire. Donc, vous pouvez aller à la prochaine. Bon, le vétérinaire accrédité. Généralement, vos vétérinaires praticiens, la plupart du temps, sont accrédités, mais accrédités pour certains travaux. Ils peuvent être accrédités pour l'exportation, par exemple, d'animaux vivants, pour faire des Goggen tests au niveau des chevaux, pour faire l'entrée des bovins, des vaches, pas des vaches, là, mais mettons, des taureaux à certains centres, des choses comme ça. Mais par contre, au Québec, c'est vraiment assez rare qu'un vétérinaire va être accrédité pour la récolte, pour les récoltes de semences bouc ou bélier. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ça je pense que c'est important à considérer. Puis il y a une formation qui est donnée par le vétérinaire de la SIA de votre région. Fait que ça, c'est sûr que pour pouvoir être un intervenant dans le processus de préparation, ça prend ça. Il faut que le vétérinaire ait, je vais dire en guillemets, subir, parce que ça peut prendre une demi-journée à une journée, la formation au niveau de l'Agence canadienne. Puis spécifier aussi que c'est pour la récolte de boucs et de béliers. Il n'y a pas de distinction au niveau de l'Agence canadienne pour des vétérinaires accrédités. Si c'est des boucs ou des béliers, ça rentre dans le même package. C'est essentiel pour justement qu'il y ait des permis domestiques et exportation. Ça, c'est aussi à retenir. Si jamais c'est seulement pour usage exclusif du propriétaire, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la nécessité d'un vétérinaire accrédité. C'est certain que je vais vous mentionner c'est quoi la différence aussi pour usage exclusif du propriétaire. C'est très important. Donc, ça, c'est la première information parce que
Si vous décidez, oui, là, je me suis trouvé quelqu'un pour venir faire la récolte, puis pour domestique, pour l'utilisation au Canada, puis là, vous n'avez pas de vétérinaire accrédité pour les tests, puis ça presse, bien, ça prend au moins un mois avant que le vétérinaire soit présenté à l'Agence canadienne, qu'elle subit encore que je mentionne, c'est involontaire, mais suivi, pardon, la formation, puis qui ait reçu son accréditation du fédéral, l'Agence canadienne. Ça peut prendre jusqu'à un mois. Donc, ça, il faut le prévoir. Le choix de permis maintenant. Permis pour usage exclusif du propriétaire, c'est une interdiction de vente ou de transfert à un autre éleveur. La semence doit être détruite si les chèvres et les boucs sont vendus, tout simplement. Ça ne peut pas sortir de l'entreprise. Puis on verra, ça a certains avantages, puis certaines utilités aussi. Parce que là, vous allez me dire, bien, pourquoi usage exclusif du propriétaire si je ne peux pas en vendre? Ça, on pourra aller de ce côté-là dans les informations. Récolte domestique, la semence peut être vendue partout au Canada si elle a été récoltée justement selon les règles de l'Agence canadienne. La récolte pour exportation, elle peut être exportée si le pays importateur a des ententes avec le gouvernement canadien. C'est très important. C'est sûr qu'on ne se pose pas de questions si, par exemple, ça serait pour être exporté aux États-Unis. Mais si c'est pour être exporté en Colombie, par exemple, en Amérique du Sud ou au Pérou, il n'y a pas nécessairement d'entente entre le gouvernement canadien puis le gouvernement péruvien ou colombien. Ça, ben, ça rend la semence inapte à être exportée. C'est vraiment, faut vraiment être bien informé de où la semence potentiellement voudrait s'en aller, parce que ça peut arriver si vous avez des chèvres, des boucs exceptionnels, ben que ça peut vous être demandé par un autre pays, mais ça, c'est une information primordiale à obtenir parce que les ententes entre deux gouvernements, ça peut prendre des années s'ils ne l'ont pas déjà. Ça, c'est quand même important. Et par contre, aussi, la semence récoltée sous les permis exportation, elle peut être vendue aussi au Québec et au Canada. C'est moins restrictif. Une fois que la semence est récoltée sous le permis domestique, vous ne pouvez pas la transformer en exportation. C'est clair. Une fois qu'elle est récoltée sur usage exclusif du propriétaire, elle reste sur usage exclusif du propriétaire. Donc, vraiment, vous voyez, c'est vraiment cadré comme ça. C'est important aussi de le reconnaître. La récolte pour exportation à l'Union européenne, c'est, oui, vendu aussi à l'Union européenne, mais dans d'autres pays. Puis l'Union européenne, comme dans tout autre type d'exportation puis d'importation, ils ont des règles toujours un petit peu plus sévères que les permis exportation réguliers, si on veut. Fait que ça aussi, il faut bien s'informer parce qu'une fois que la semence serait récoltée sur un permis d'exportation, je dirais comme ça, ordinaire, là, ben, si vous avez une demande, par exemple, pour l'Union européenne, ça ne passera pas. Parce que peut-être que le centre n'est pas adéquat parce qu'il demande des exigences quand même importantes. C'est un exemple comme ça sur certains tests, puis aussi sur la présence d'animaux à proximité. Les autres, ils ne veulent pas avoir un troupeau de vaches qui sont, par exemple, à 200-300 mètres du centre de récolte. Ça ne marchera pas. Ça, c'est vraiment assez clair. Donc, une fois récoltée, elle reste avec son permis. Utilisation par le propriétaire seulement. Pourquoi? Ben, il peut y avoir de différentes raisons. Admettons que votre bouc est en fin de carrière utile, puis c'est un bouc qu'il y a une génétique particulière, puis vous voulez garder pour un éventuel croisement avec une autre de vos chèvres, ce type de génétique-là. Ben, vous savez que il va être réformé bientôt. Ça peut être une occasion de le faire. Ça peut être aussi un bouc qui est blessé, mettons qu'il ça le rend incapable de saillir. Mettons s'il y a une patte de cassée en arrière, ben, ça va être difficile pour lui ou s'il y a des problèmes de dos importants. C'est impossible. C'est sûr qu'à ce moment-là,
on va aller le récolter, puis le congeler, puis peut-être l'envoyer à l'abattoir après, ou bon, simplement, ou l'euthanasier. Bouc malade ou blessé, ça, c'est nécessitant son euthanasie. Jeune bouc d'une lignée intéressante, destinée à être vendue. Maintenant, vous avez un bel éventail, de boucs de très grande qualité. Puis vous savez, celui-là, ben oui, il est vendable, mais par contre, vous voulez quand même garder sa lignée, ben, vous pouvez le faire récolter pour justement garder sa semence, pour l'utiliser après qu'il soit vendu dans votre troupeau pour garder vraiment sa qualité. Puis aussi, ce qui peut déjà penser à être fait, si vous voulez récolter un bouc, saillir plusieurs chèvres à la fois, avec un seul éjaculat. Puis on verra tout à l'heure, je vais le répéter, un éjaculat, ça peut être de 0 sperme sur 0 paillettes à 60 paillettes, ça fait qu'il y a une variation, ça c'est sûr. Avec un seul éjaculat, on peut en faire beaucoup qu'avec plus une saillie naturelle. Il y a peut-être d'autres raisons, mais vous voyez, c'est généralement, oui, mais puis c'est un type de permis, évidemment, qui est plus facile à faire, plus facile à acquérir, mais qui a des restrictions parce qu'on ne peut pas en vendre. Fait que pour la vente aussi, il faut toujours penser, est-ce que c'est pour vendre au Québec, au Canada ou dans un autre pays, puis de connaître aussi les critères. Bon, il peut y avoir des pays où des États, par exemple, américains, parce qu'il y a 50 États américains, puis on n'est pas encore le 51e comme voudrait M. Trump, mais on a 50 États américains, puis eux autres, comment ça fonctionne aux États-Unis, souvent, chaque État va avoir certaines particularités, certaines demandes. Fait que ça aussi, il faut que ça soit vérifié. Il faut que vous vérifiez si, par exemple, si on va au Mexique, eux autres, le Mexique pourrait peut-être exiger, puis je donne un exemple qui est probablement pas vrai parce que je n'ai pas vérifié ça avant, mettons une sérologie négative pour le virus de la vallée Cache, exemple. Puis ça, les autres pays ne le demandent pas. Mais chaque pays a le droit, quand ils veulent acheter de la semence étrangère, d'exiger des tests. Fait que si le pays qui achète votre semence, la semence n'a pas été récoltée avec les maladies qui ont demandé qu'ils soient testés à l'avance, ben, ça va foirer là. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que pour l'exportation, c'est touché. Ça demande beaucoup d'informations. J'ai une main levée, c'est Catherine. Oui, salut Gaston. Bonjour. Il y a plus de, mais il n'y a plus de différence entre le Québec et le Canada maintenant, là. Non, il n'y en a pas. C'est sûr qu'il OK, n'y en a c'est pas. ça. C'est Non, Canada, non. là. C'est pas. OK, c'est Bien, ça. c'est sûr que la Canada question, ou export USA. c'est ça, Export Europe. j'aurais pu mettre juste Canada si j'avais voulu, mais c'est OK. sûr que ces questions-là vont potentiellement se poser si vous avez un marché qui peut être québécois ou canadien, surtout. Non, c'est bon. Tu as juste jeté un petit doute, là, tout d'un coup. C'est bon, Oui. merci. Bon, dans la façon de récolter aussi, cette question peut paraître banale, là, mais c'est essentiel d'en discuter pour ça peut mettre en échec aussi notre projet de récolte. Oui, c'est avec un verger artificiel, bien entendu, potentiellement avec une chèvre en chaleur, avec un demi, avec un bouc castré, par électroéjaculation. Ça, ben, qu'en pensez-vous? C'est acceptable pour vous? Est-ce que ça fait encore partie des codes de pratique, de bonnes pratiques aussi au niveau de la chèvre? Ça, c'est une chose. Parce qu'il faut savoir aussi que le bouc, là, on ne peut pas lui demander de répondre seulement correctement la première fois s'il n'est pas entraîné, parce que c'est gênant un petit peu pour un bouc, un petit peu pas mal, j'imagine, pour un bouc, d'éjaculer devant une équipe là, qui attend la récolte, puis qui jase, puis tout ça, ça ne marchera peut-être pas. C'est pour ça qu'on parle toujours d'entraînement pour être certain que le jour X où on récolte, ben, qu'on s'attende à avoir de la récolte, qu'on s'attende à avoir de la semence. Ça c'est pas évident. Quand je parle d'électroéjaculation aussi, c'est une autre chose. C'est sûr que c'est un procédé mécanique puis, qui peut altérer en partie la semence aussi. Ce n'est pas tous les boucs qui réagissent bien à ça.
parfois et souvent, on va donner de l'analgésie, c'est-à-dire pour éviter la douleur autant que telle. Généralement, il va y avoir plus de sécrétion aussi dans l'éjaculat. La plupart du temps, avec les boucs, on va être obligé de centrifuger la semence et tout ça, puis la préparer nécessairement pour qu'elle soit congelable. Ça a un impact. C'est sûr que, je vous parlais du vétérinaire accrédité tout à l'heure, il faut s'informer un mois d'avance, c'est la même chose. Le bouc, moi, si c'est quelque chose à vous conseiller, c'est de le préparer d'avance. Puis la méthode idéale, c'est d'y aller s'il est préparé, entraîné. Ça peut être une chèvre en chaleur, ça peut être un demi, c'est un bouc castré, mais il faut qu'il soit entraîné pour que vous ayez le minimum de mauvaises surprises au moment de la récolte. Il y a déjà d'autres possibilités qu'on peut avoir des mauvaises surprises parce que c'est la même chose quand je disais une paillette à 60 paillettes ou 0 paillette à 60 paillettes. Des fois, avec le même bouc, il peut avoir un effet variable aussi dans la semaine ou dans le mois. Fait que ça aussi, il faut y penser puis essayer de le prévoir le plus possible. On peut aller à la prochaine. Puis, Moi, j'ai j'aimerais Marie-Claude. ajouter, dans le fond, c'est pas garanti non plus qu'on y aille par électro ou par récolte naturelle. Même si le bouc est entraîné, c'est pas garanti qu'on va avoir de la semence non plus. Là, on en a vu des boucs assez timides pour jamais être capable de les récolter, même en naturel. Là. Fait que, puis l'entraînement aussi, ça a quand même une durée, là, c'est au moins une semaine ou deux là, d'entraînement à prévoir. Là. C'était Oui. la petite affaire que je voulais ajouter. Je vais essayer de changer de diapo. Il faut que je rechange de. Puis ça, ben, c'est important que tu le dises aussi parce que quand on va revenir au permis domestique où on peut faire récolter à la ferme, c'est pas comme dans un centre de récolte où pendant la quarantaine, avant la récolte, c'est le 45 jours, un mois où on fait la quarantaine dans un centre de récolte. Là, on peut les entraîner, puis là, ça ne retarde pas le processus. Mais quand on fait ça potentiellement à la ferme, c'est une autre paire de manches. Oui, Catherine? Je ne sais pas si tu vas en parler plus loin, mais est-ce que tu vas parler de la saison de la récolte aussi? Pas vraiment beaucoup, là, mais c'est un bon point. Puis si jamais me semble que j'en ai mis quelque chose là-dessus, parce que j'ai préparé mon PowerPoint, ça fait plus qu'une semaine. Peut-être que. Mais c'est un excellent point. Puis tant qu'à tomber là-dedans aussi, parce que des fois en saison, tout ça est variable. Parce qu'un bouc en saison, si c'est mon meilleur bouc de la ferme, puis que je l'utilise, que je le garde en quarantaine, puis à côté pour faire de la récolte, pour congeler puis mettre en paillettes, il ne servira pas dans le troupeau. Ça peut avoir un impact de dire, ben là, je me prive de mon meilleur bouc pour l'ensemble de mon, pas l'ensemble, mais une partie de mon troupeau si nécessaire. Mais c'est pour la qualité de la semence aussi, Gaston. Oui, bien, Hors c'est ça, c'est la saison, qualité ça de la se peut semence, mais que si la on fait qualité. de la Même si photopériode, même si on fait l'électroéjaculation au mois de juillet, ça se peut que ça soit 0 paillettes. Là. C'est tout ça que je à veux fait. dire Non, dans non, le mais fond. ça, c'est sûr. Mais si par contre, on fait de la photopériode, on le prépare avec du contrôle, oui, c'est certain. Puis ça dépend des races qui ont peut-être une saison plus longue que d'autres. Là. Ça, c'est sûr que là-dessus, c'est vous autres qui saurez y répondre. Mais il y a moyen des. J'ai une petite anecdote. Quand on a importé de la semence de Kiko de Nouvelle-Zélande, là, ça finissait au mois de décembre. À l'heure, ben, pas à l'heure, à notre décembre, c'était le contraire pour eux autres, là. Mais ils ne voulaient pas. Ils disaient que ça ne servait à rien de récolter en Oui, dehors de la saison de reproduction. Fait que je oui. me fie sur eux autres, ils sont vraiment habitués, mais ça, c'est vraiment quelque chose à tenir compte, je pense. Puis, Oui, tu sais, mais sauf si si tu fais de la photopériode, tu vas Ouais, contrecarrer ça en bonne c'est partie. ça. Si le bouc Puis, est en quarantaine dans un centre, là, il y a possibilité d'ajouter une photopériode là, pour le ouais. préparer. Là. Puis si le bouc est en saison, puis il a sailli, là j'exagère, là, s'il a sailli 500 chèvres, je ne suis pas sûr que. Puis ça, ben, j'en parle probablement pas là un peu, mais ça prend un examen reproducteur aussi. Puis ça, c'est généralement le vétérinaire accrédité qui le fait au moment des premiers tests parce qu'il peut avoir une circonférence scrotale affreuse, surtout si ça a été surutilisé. Il peut avoir une épididymite, une orchite, puis tout ça. Là, à ce moment-là,
c'est pas le temps d'arriver au jour de la première récolte et de constater ça. C'est sûr qu'il va être discarté dès le départ ou il va être traité dès le départ. Fait que c'est sûr que ça fait partie de la bonne préparation de tout ça. Bon, conservation de la semence, c'est sûr que fraise récoltée et utilisée. Évidemment, il faut que ça se fasse dans un chantier précis avec des chèvres qui sont préparées, qui sont en chaleur la journée où le bouc est prêt à saillir la journée où le bouc est récolté. Pas simple, là, puis le taux de succès est quand même bien, mais on a quand même des délais aussi. On ne peut pas nécessairement récolter de la semence en Abitibi, puis venir l'inséminer au lac Saint-Jean ou en Gaspésie. Ça fait qu'il y a toujours ces limites-là de temps et de transport, de viabilité, puis ça va dépendre aussi, c'est des choses qu'on regarde en même temps, dépendant aussi du diluant qu'on prend, puis on va avoir testé pour si la viabilité va être de commandeur pour justement se permettre de dire, ben oui, j'ai un range, je suis capable d'aller inséminer à telle distance de l'endroit où le bouc a été récolté. Idéalement, bon, on aura testé la viabilité puis le temps de survie aussi, parce que ça aussi, il y a des mauvaises surprises qui peuvent arriver. Même s'il y a de la libido, des fois, ce n'est pas toujours certain que ça va fonctionner par rapport à ça, mais il faut vraiment avoir vérifié ça. Évidemment, oui, la congeler dans l'azote, voir si c'est à votre ferme. Si c'est votre vétérinaire, il y a certaines particularités selon les paillettes. Il ne mélangera pas des paillettes usage exclusif du propriétaire à des embryons d'exportation. Fait que lui, ça lui prend un biostat de plus, ça lui prend un endroit de plus où les conserver. Ça, l'Agence canadienne est bien sévère là-dessus. Tout ça, il faut qu'il soit divisé selon le niveau de risque, puis selon le niveau, exemple, exportation. C'est vraiment ceux-là qu'il faut qu'ils soient conservés dans un endroit à part, seul. Dans un même dans une pièce différente. Tout à fait. Ça dépend du type du permis. Donc, ça vous prend l'achat d'un biostat, ça vous prend un fournisseur d'azote. Puis, je le mets en grosses lettres. Il faut être très vigilant avec le niveau d'azote. Vous savez, ce n'est pas une affaire que peut-être, je vous dis, si vous avez décidé ça, que vous dites, ben, tant qu'il reste de l'azote, ça doit être pas pire, la semence est congelée, puis tout ça, ça va bien, mais il ne faut pas qu'elle baisse en dessous d'un certain niveau pour justement qu'il y ait eu des fluctuations dans la température au niveau des paillettes qui peuvent mettre en danger la survie de cette semence-là. Puis même, c'est encore plus, des fois, subtil. Il peut y avoir de la semence qui est implantée puis qu'elle vous semble pas si pire à décongélation, mais qu'elle a perdu sa capacité fertilisante. Ça, si vous décidez d'avoir un biostat à la ferme, de vérifier pour avoir votre azote de façon régulière et correcte, d'avoir des biostats étanches, il y a tout ça qu'il faut vérifier aussi pour ne pas tout perdre l'investissement que vous avez fait au niveau de la récolte puis de la conservation. Donc ça, c'est primordial aussi. Puis, on dit toujours, c'est important que la semence soit vérifiée avant l'insémination. Moi, j'en ai fait de l'insémination par laparoscopie au niveau des moutons, beaucoup. Je n'en ai jamais fait au niveau des chèvres. Ça, malheureusement, on ne sait pas qu'on n'avait pas ça, puis on n'a pas fait ça, puis en pratique non plus. J'en ai fait de l'insémination par laparoscopie. Et ça, c'est bien important d'avoir une équipe technique qui vérifie toujours la semence parce que c'est pas rare de dire que la technicienne me dit cette paillette-là n'est pas bonne, ben je ne l'implanterai pas. Je ne l'implanterai pas parce que ça ne sert à rien. En plus, l'éleveur va investir sur la chirurgie, puis je suis sûr qu'elle ne sera pas gestante. À moins de preuves du contraire. Là, puis ça, je peux faire une parenthèse. Oui, vas-y. Les taux de fertilité sont déjà quand même pas super élevés. On atteignait 50-60%. Fait que c'est sûr que si en plus on ne vérifie pas la qualité de la semence, puis que le bélier peut avoir 50 paillettes, puis il peut en avoir 3-4 dans l'eau qui sont pas belles, puis je ne sais pas c'est par quel hasard, là, mais c'est super important. Là. Oui, puis je veux dire, c'est de l'investissement, mais je vais toujours dire une anecdote. Il ne faut jamais dire jamais. Puis mon anecdote, c'est je faisais aussi en pratique de l'insémination chez les juments. C'est la semence fraîche.
Puis, dans le cas que je vais vous rapporter, mais qui venait de l'Alberta, pas loin des Rocheuses, puis le jument synchronisé, puis tout ça, c'était prêt. La semence arrive, je l'examine. J'ai dit à mon client, ça ne bouge pas pantoute, elle n'est pas bonne pantoute, puis tout ça. Là, il m'a dit, garde, Gaston, tu es là, insémine-là, parce que je ne peux pas en faire venir d'autres, c'est fini pour cette année. Bon, il n'y aura pas d'autres récoltes en Alberta, mais mon t'a dit, je l'ai vérifié 3 semaines plus tard, elle était gestante. Par contre, j'aurais peut-être pas dû l'inséminer, mais si vous aviez vu la grecque, ça a sorti ce jument-là. C'était une jument de super compétition, la mère, mais c'était un cheval sauteur. Ça a fait un cheval à pattes courtes, puis bien laide. Fait que, mettons qu'on se fie à notre première idée. Si elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Puis malheureusement, on n'insémine pas pour rien. Donc, vérifier par voie naturelle ou par laparoscopie. Évidemment, chez les chèvres, vous pouvez les faire par voie naturelle. Comme je l'ai dit, moi, je n'en ai jamais fait par laparoscopie au niveau des chèvres. Par contre, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que oui, si la semence vaut extrêmement cher puis d'importation, la méthode avec les résultats les meilleurs, c'est par laparoscopie. Bon, fait que, ceci étant dit, ça restera toujours comme ça. Choix du bouc jeune, santé parfaite. Ça, c'est bien. Puis pourquoi le choisissez-vous? Est-ce que c'est un bouc améliorateur ou quoi que ce soit? Moi, ce n'est pas mon expertise. Ça, à ce moment-là, c'est une façon de voir vraiment ce qui. Puis vous voyez, là, plus que je vous rajoute des étapes, plus que c'est des coûts, des additions qui se font. Fait qu'il faut que ça vaille la peine. Et je l'ai mentionné plusieurs fois, là, 0 à 60 paillettes par récolte, parce que c'est vraiment important, parce que c'est sûr que généralement, si vous en récoltez juste 10, vous ne pourrez pas en vendre plus que 10, mais si par votre potentiel marché d'échange ou qui peut se faire, si ça vous prend 250 paillettes, bien évidemment, 250 paillettes, s'il performe très bien votre bouc, ben, ça prend 4 ou 5 récoltes. Fait que ça, 4 ou 5 récoltes, on ne peut pas les faire dans la même journée. Fait qu'il faut les faire en périodes différentes. Fait que ça aussi, ça peut forcément ajouter au coût. Bon, c'est sûr que à quand on remonte, puis ça, c'est un peu ce que je disais en réponse à Catherine, à quand on remonte sur le dernier groupe de saillie, si on est en saison, s'il a été très, très productif. On l'a déjà vécu, moi, dans l'analyse de qualité de semences chez des boucs avec Marie-Claude, des boucs qui étaient en saison. Des fois, le bouillon était moins concentré, nécessairement. C'est que ça aussi, ça fait qu'il y a moins de paillettes qui sont congelées. Ça fait aussi plus de récoltes possibles. Examen de santé et reproducteur, ça, il ne faut pas passer à côté de ça. Puis il faut être certain, quand on commence à y penser, que votre bouc n'a pas de problème. Puis des fois, il y a des choses assez moins apparentes. S'il y a une petite hernie inguinale, c'est-à-dire le canal inguinal est très large, puis ça, c'est un défaut peut-être potentiellement génétique ou héréditaire. Il faut faire attention, il faut le préparer. Oui, des vaccins, bien ça, c'est dans la régie tous les jours, des vitamines. On parle des fois de la vitamine A, D, donc on parle de différentes choses. Je ne vais pas aller jusqu'à parler d'hormones, là. Oui, mais c'est pas nécessairement tous réputés efficaces avec des effets rapides, mais c'est des questions que certainement vous pourrez poser à votre médecin vétérinaire s'il y a pour stimuler un bouc qui manque de libido ou des choses comme ça. Bon, là, je l'ai dit, il ne peut pas être vendu et transféré. La récolte, elle peut être faite, elle doit être faite par une entreprise qui détient ce permis, c'est-à-dire la personne, l'équipe qui va venir faire la récolte, il faut qu'elle ait ce permis-là au niveau de l'Agence canadienne. Donc, à passer des étapes préalables. Fait que c'est pas non plus du jour au lendemain que ce permis-là peut être émis à votre vétérinaire, même si vous en avez beaucoup confiance. S'il ne l'a pas, il faut qu'il passe les étapes avec l'Agence canadienne. Il faut que l'Agence canadienne vienne inspecter les protocoles et tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain. On peut prendre jusqu'à 6 mois, admettons. C'est long, mais des fois, c'est pour l'avoir déjà vécu,
c'est le retour de l'Agence canadienne, des fois, qui prend du temps. Le vétérinaire du district de l'Agence canadienne vient faire ses tests, ses recommandations. Après ça, il faut que ça passe différentes étapes au niveau du Canada. C'est une personne qui détient le permis, c'est différent du vétérinaire accrédité, parce que le vétérinaire accrédité, ce n'est pas lui qui fait la récolte, normalement. Il peut le faire avec un laboratoire mobile. Il peut se déplacer à la ferme, à votre chèvrerie, puis de faire la récolte aussi, c'est permis avec l'usage exclusif du propriétaire. Ça peut être aussi récolté dans un centre de récolte accrédité par l'Agence canadienne. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Et ça, ce qui peut être important, puis qui peut faire en sorte que cette technique-là, ce type de permis-là peut être utilisé au Québec et au Canada. Bien, si le bouc a plus qu'un propriétaire, mettons la ferme X, là, 50% du bouc au niveau de la valeur, la ferme Y, elle a l'autre 50%, ils ne sont pas dans la même chèvrerie, si on veut, mais c'est un bouc on veut garder la semence ou tout ça, fait qu'ils peuvent être récoltés à la ferme X où le bouc se situe. Mais au moment de la récolte, le vétérinaire qui fait la récolte va identifier les paillettes à la ferme X, puis identifier d'autres paillettes pour la ferme Y. Fait que la ferme Y va prendre son lot de paillettes, va l'amener chez lui, puis inséminer ses chèvres au besoin. Fait que c'est une façon de faire. C'est une façon, des fois, sur des boucs excellentes, de valeur très, très, très importante, qui peut faire en sorte que, je dis ça, un syndicat ou une coopérative de propriétaires pourrait se partager le coût d'achat du bouc, puis après ça, se partager la semence. Mais là aussi, on va faire attention, on va parler des maladies tout à l'heure. Là, il y a d'autres choses qui viennent avec ça, mais c'est une possibilité. Puis les paillettes qui sont identifiées selon le propriétaire X ne doivent jamais sortir de la ferme, de la chèvrerie X. Puis ceux qui sont identifiés de la ferme Y, une fois rendus à la ferme Y congelée, ne devront jamais sortir de cette ferme. Bon, et c'est là que j'en viens. Il n'y a aucune exigence selon l'Agence canadienne avant la récolte. Bien là, moi, je dis danger. Je ne suis pas vétérinaire pour rien. Je peux vous dire qu'il y a un danger là. Ça peut disséminer une maladie à l'intérieur du troupeau. Puis dans d'autres troupeaux, s'il y a plus qu'un propriétaire. Ça, c'est sûr que quand c'est demandé, quand les gens s'informent de ça, ben, je leur dis, faites minimalement ce que l'Agence canadienne demande pour les permis domestiques comme test. Parce que si elle traite encéphalite caprine, il y a ce type de maladie-là, ben, ça peut être, la semence peut être nécessairement un vecteur, puis faire perdre des fois le niveau à la ferme qui reçoit la semence qui n'a pas été testée, exemple. Ça, c'est à savoir. Puis il faut aussi que ce soit des propriétaires qui connaissent les états sanitaires des deux troupeaux, puis en lesquels vous avez confiance. Quand vous avez un type de partage de bouc comme ça, c'est bien important. C'est vraiment bien important. C'est sûr qu'il y a des maladies qui ne se transmettent pas juste avec la semence, c'est certain, mais ça aussi, il faut bien s'informer. Puis il faut que tout le monde soit à l'aise avec ce qui est récolté et avec les maladies qui ont été discutées à l'intérieur du groupe. Fait que ça, on en discute ensemble ou on en discute avec les... moi, je vous ai mentionné lesquels. C'est vraiment l'arthrite encéphalite caprine, ça peut être la paratuberculose. Et ça, vraiment, c'est important de tout ça, de voir vraiment ce qui est important pour chaque propriétaire. Là, on passe au permis domestique. Ça s'appelle domestique, c'est vraiment pour la semence peut être vendue au Canada. Maintenant, avec les changements qu'il y a eu dans les dernières années, c'est justement que ça peut être maintenant récolté à la chèvrerie. Sous certaines conditions, cependant. Ça évite des coûts. Ça a été pour faciliter, autant dans le mouton que dans la chèvre, ça a été pour diminuer les coûts, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on verra, la semence est récoltée directement. Donc, la quarantaine se fait sur le site même de la ferme, fait qu'il y a des coûts qui sont moins importants pour ça.
faut elle peut être récoltée aussi dans un centre de récolte accrédité, ça c'est certain, mais ça nécessite une quarantaine. Donc, si ça nécessite une quarantaine, le bouc va être en congé un certain temps. Fait que ça aussi, il faut vraiment le réaliser, qu'on ne peut pas l'utiliser durant cette partie-là. Oui, Marco? C'est là aussi que je pense que j'ai-tu perdu mon idée? Qu'on parlait tantôt de. J'ai perdu mon idée. J'étais déconcentrée parce que j'ai perdu mon écran. Puis OK, ben écoute. je te laisse continuer, là. Ça te revient, gêne-toi pas. Ah, ben c'est ça. Oui. C'est que si vous récoltez pour domestique à la ferme, puis que vous voulez, mettons, 200 paillettes, ben c'est là que la personne qui fait la récolte va devoir faire plus qu'une visite chez vous, là. Puis ça augmente le coût. Tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas hébergé en centre. Ça a cet avantage-là, mais si vous voulez quand même un minimum de paillettes. C'est sûr. Puis écoute, si vous récoltez 10 paillettes à la fois, puis il vous en faut 200, ça fait pas mal de voyages. Fait que ça, c'est le désavantage de ça. Oui, au point de départ, parce que la quarantaine se fait à la ferme, ça semble moins coûteux, mais il peut se rajouter des choses. Puis évidemment, si l'organisation qui fait la récolte est, mettons, en Beauce-Appalaches, puis les boucs sont en Abitibi, ben c'est des voyages aussi. Ça, c'est important de le réaliser aussi dans la planification de tout ça. Donc, ça aussi, ça nécessite des tests au préalable avant la récolte, c'est-à-dire qu'il y a des tests au moment de la mise en quarantaine, puis avant d'avoir le OK de l'Agence canadienne pour récolter. Parce que c'est sûr que la mise en quarantaine est importante, ce temps-là, ce délai de temps-là, parce qu'il y a des animaux, des boucs, on va le dire comme ça, qui ont peut-être été mis en contact avec un animal qui a l'arthrite et encéphalite caprine juste quelques jours avant la première prise de sang. Puis si on n'attend pas le nombre de jours, ben on peut leur tester à la fin de la quarantaine. Là, il est positif. Mais là, si on n'a pas testé, et on n'a pas on n'a pas eu ça, ben cette quarantaine, cette semence-là va potentiellement devenir inapte. C'est important de le réaliser. Bon. Fait que c'est comme on peut en parler avec les deux propositions, soit à la ferme ou soit dans un centre de récolte. Il y a des avantages, puis bien entendu, des inconvénients, la pension, les déplacements. Ça, Marie-Claude en a parlé. Fait qu'on peut passer à la prochaine récolte. Puis, les mines domestiques aussi. Ça, je le dis, ils ne réagissent pas tous de la même façon qu'ils sont récoltés. De 0 à 60 paillettes, ça fait 3 fois que je le dis. Ça, je pense que vous allez le retenir. Puis, dans un centre de récolte, on peut récolter à peu près jusqu'à 3 fois par semaine. On fait 2 à 3 fois. Ça dépend des boucs aussi. Ça dépend de la préparation, de l'âge des boucs aussi. Fait que ça, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien acceptable. Fait que là, combien ça va prendre de visites pour atteindre le nombre de paillettes désirées? Ça, je me répète encore. Puis c'est sûr, ajouter à ça tous les coûts. C'est bon, faut y penser. Puis la quarantaine à la ferme, il faut qu'elle soit approuvée par le vétérinaire accrédité. Parce qu'on ne veut pas justement diminuer les possibilités qu'il y ait une contamination par d'autres maladies de ces boucs-là. Il faut qu'il n'y ait aucune mesure de quarantaine imposée au troupeau pour d'autres maladies. Là. Mettons, si c'est en quarantaine pour la tremblante, c'est bien sûr qu'on ne fera pas de récolte, là, mais c'est ça. Mais là, j'ai écrit dans cette diapositive-là exactement ce qui est écrit au site de l'Agence canadienne, personnellement, même si je n'en suis pas d'accord. Bon, mais je vais le dire quand même, puis je vais vous dire pourquoi je ne suis pas toujours d'accord. Comment considérer un troupeau exempt de tuberculose ou de brucellose si on n'a pas fait les tests au préalable pour savoir qu'ils sont exempts? C'est à l'œil. Ça, j'aime pas ça. Puis, je l'ai dit plusieurs fois à l'Agence canadienne, mais ça n'a pas été tenu en compte, puis on va même demander, puis on le verra probablement dans la prochaine diapositive, exempt de maladies contagieuses. Y a-t-il un troupeau au Québec de chèvres qui est exempt de maladies contagieuses? Moi, j'en connais pas. C'est sûr qu'il y a des maladies qui sont moins sévères que d'autres, mais comment, nous, comme vétérinaires,
Puis c'est le vétérinaire accrédité qu'il faut qu'il confirme ça. Comme vétérinaire accrédité, comment on peut certifier ça puis signer ça? C'est pas évident. Moi, je trouve ça pas évident, mais c'est pas à défaut de leur avoir dit. Ils en sont conscients apparemment. Il faut savoir aussi que oui, vous voulez faire récolter un bouc. Si ça vous prend plus qu'un bouc, bien, plus qu'un donneur, oui, mais aussi le bout en train ou la chèvre, il faut qu'elle soit testée de la même façon, avec les mêmes tests. Puis il faut justement qu'elle soit négative, puis garder en quarantaine aussi avec les boucs. Puis il faut aussi qu'elle soit identifiée par une méthode approuvée par l'Agence canadienne. Fait que ça aussi, c'est pour les chèvres, c'est peut-être moins évident. Oui, Catherine? Est-ce que le vétérinaire traitant, là, pas l'accrédité, a une déclaration à faire sur cette... Non. Parce que, comme tu dis, là, un vétérinaire qualifié, souvent, il vient 2 fois, au début de la quarantaine puis à la fin. Fait qu'il n'a pas suivi ton troupeau depuis 4, Mais, 5, 6 ans et plus, là. mais oui, mais il faut peut-être apporter une nuance à ça. Généralement, ce qu'on conseille, c'est que le vétérinaire accrédité par l'Agence canadienne, c'est votre vétérinaire praticien habituel. Fait que lui, il connaît votre troupeau. OK. Par contre, le vétérinaire de l'Agence canadienne qui vient au 2e test juste avant la fin de la quarantaine, lui, il ne connaît pas l'état du troupeau, mais il a le document en disant que le vétérinaire a signé qu'il n'y a pas de maladie contagieuse, il n'y a pas de tremblante, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Fait que c'est là qu'il y a la nuance. Là. C'est sûr qu'il pourrait arriver le cas extrême où votre vétérinaire praticien à votre ferme n'a pas, je ne sais pas le diplôme, mais en tout cas, pas suivi la formation pour être vétérinaire accrédité pour bouc et bélier. À ce moment-là, ça pourrait être un vétérinaire d'une autre clinique qui ne connaît pas votre troupeau. Ça, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est quand même, je pense, si vous avez confiance à votre vétérinaire, c'est de lui demander. De toute façon, il faudrait que je vérifie, mais dans le temps, dans ma dernière accréditation que moi j'ai fait il y a 2 ans, je pense qu'on était 2 au Québec qui étaient accrédités pour les boucs et 2 ou 3, là, pas plus. Ça fait que, évidemment, quand on passe tout le territoire québécois, il y a des chances qu'il soit loin. Fait que c'est pour ça que votre vétérinaire, puis ça, en même temps aussi, si vous prévoyez ça, des fois, lui aussi, le vétérinaire qui a une accréditation, parce que la plupart, plusieurs en ont pour d'autres maladies, oui, mais quand il fait son renouvellement d'accréditation, il pourrait demander un ajout pour, si vous prévoyez ça, vous pouvez lui poser la question. Si tu prévois faire renouveler ton accréditation auprès de l'Agence canadienne, pourrais-tu rajouter bouc et bélier? Fait que, exemple, toutes ces maladies-là, méthode approuvée par l'Agence canadienne, et je pense pour la chèvre, là, le seul qui serait vraiment approuvé, là, sûr, c'est des médailles en métal HOV là, ou qu'on se procure à l'Agence canadienne parce qu'il n'y a pas d'identification encore permanente, à moins que je me trompe, au niveau des chèvres que l'Agence canadienne pourrait accepter. Ça aussi, il faut le vérifier parce que s'il n'y a pas de méthode approuvée d'identification, le vétérinaire qui va arriver après de l'Agence canadienne peut ne pas être content. Je pense que Lynn, tu as peut-être une rectification, une spécification sur ce que je viens de dire. Non, plutôt 2 questions par rapport aux maladies contagieuses. Y a-t-il une description écrite par l'agence? Non. Okay. C'est ça qui me met hors de moi, là, mais ça, bagarre. Parce que ça va être difficile, mettons, faire acte de foi, mettons, de dire qu'il n'y a pas de maladie contagieuse si on est au courant qu'il y a de l'ectymie contagieuse, si la cryptose, si la coccidiose, c'est toutes des maladies qui peuvent être présentes. Oui. Fait que là, il n'y aurait comme pas tant de troupeaux qu'on pourrait accréditer pour... Moi, ça me rend très mal à l'aise. Très mal à l'aise de tout ça. Parce que, évidemment, si tu parles de la coccidiose, là, tout ça, admettons, là, ou la crypto, est-ce que ça a une incidence sur la semence? Potentiellement, non. Mais c'est quand même, c'est ce que nous demandent pareil. Mais j'ai dit, demandez-les pas ou spécifiez. Oui, il y aurait un move à faire, là, si on parle
Parce que moi, mon organisation est membre de la Fédération canadienne, puis on parle à l'agence pour les trucs d'import-export, puis de domestique aussi. Donc, il y aurait une représentation à faire à l'agence de ce côté-là, là, de notre côté. Là. Ah, tout à fait. Si vous avez, certainement, comme association, comme groupe, probablement plus de poids que Gaston Rioux, là, tout seul dans son coin à Rimouski. Bon, c'est comme ça. C'est bon. Puis, Moi, ça a petit pas marché. commentaire, ça veut dire que pour l'identification, les tatous qui sont acceptés actuellement pour les enregistrements ou pour les programmes d'AEC ne sont même pas acceptés par l'agence? Non. OK. Je ne prendrais Bon. pas la chance. Il suffit qu'il y ait un tatou qui ne soit pas parfait au goût du vétérinaire de l'Agence canadienne pour que le processus s'arrête là. Puis OK. ça, Mais c'est pas clair, hein? Les HAV, on mettait ça au cochon quand on les exportait, mais on ne sait même pas si le tag de traçabilité actuel, parce qu'il se vend, là, les producteurs peuvent le mettre de façon volontaire. Ils peuvent même pas nous dire si celle-là, c'est quelque chose d'approuvé, sûrement. Mais on sait pas. Ça serait sûrement, mais dans les règlements, présentement, c'est juste la HAV, que je peux vous dire. Okay. Ça aussi, ça peut faire partie des représentations que vous leur ferez. Je note. Gaston va te faire une petite liste, Catherine. Oui, OK. On s'en reparle. Parce que Catherine, on n'a même pas, mettons, on a bien beau avoir un HEV, mais on ne sait même pas si c'est une éducation, mettons, d'un animal, parce que les gens peuvent le changer. Tu sais, on n'a pas de suivi, puis on n'a pas de registre officiel. Oui, mais le HAV, tu le poses à l'entrée en quarantaine d'habitude, puis il fait partie de ta liste sur son certificat. Fait que tu es capable de savoir si tout ce qui est rentré est encore là au deuxième test, dans le fond. Mais tu pourrais le changer puis rentrer un autre bout, c'est sûr. Puis le vétérinaire, il faut qu'il se tienne une liste, puis tout ça, c'est Parce que, mettons, on dit, lui, il ne marche pas là, mais on reprend le book 6 mois plus tard, on change la book, puis on peut le refaire passer. Là, on peut faire ça avec des tags de traçabilité aussi. Là, on peut c'est sûr quelle table, ça se coupe. De toute façon. La fraude, il y en a toujours qui se trouvent le moyen d'en faire, mettons, mais ce que vous voulez. En bonne santé, examen du système reproducteur parfait, examen de maladie infectieuse. J'ai dit contagieuse, mais infectieuse. C'est encore pire, je pense. Incluant la fièvre catarrhale maligne et la tremblante. Mais tu sais, incluant, mais ce n'est pas restrictif. Puis, oui, la fièvre catarrhale maligne, c'est simple que comment savoir ça? Puis la tremblante aussi, tu n'as pas vu de signe clinique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bon. Examen de maladie héréditaire pour les donneurs. Ça, c'est encore tel que tel. C'est quand même gérable. Tout à l'heure, je vais vous parler de la quarantaine aussi. Ça va peut-être vous faire dresser aussi les cheveux sur la tête, comme moi, ça m'a déjà fait dresser aussi. Mais ça, je ne veux pas que vous pensiez que je dénigre l'Agence canadienne. Ils ont un travail à faire, puis ils ont des règlements à suivre aussi. Mais ça nous appartient aussi de les dénoncer puis de le dire. Puis ça finit par changer parce que je mets ça comme le permis domestique, là, récoltable à la ferme. C'est une demande qu'on a commencé comme vétérinaire qui s'occupait de ça dans ce dossier-là, au Nouveau-Canadien, il y a minimalement 5 ans avant que ça soit mis en œuvre. Fait que ça prend du temps. Mais ça finit par aboutir parce qu'il y a beaucoup de formalités. Puis eux autres, quand même, ils ont le respect de la sécurité, puis de la salubrité de tout ça, puis d'être sûr qu'on n'exporte pas de maladies, puis qu'il n'y ait pas des rebondissements qui leur arrivent. Résultats négatifs. Non, veux-tu revenir, s'il te plaît? Résultats négatifs, avant d'être placés dans l'aire d'isolement, s'il y a d'autres boucs qui sont dans l'aire d'isolement qui ont déjà été testés, ben, c'est bien sûr que vous ne pouvez pas mettre un animal qui n'est pas testé avec les autres qui sont déjà testés. Mais si l'aire d'isolement est vide, ben ça, c'est sûr que vous pouvez le mettre là dès la prise de sang. Justement, c'est mieux dans l'aire d'isolement, dans la quarantaine, parce qu'à ce moment-là, il ne risquera pas de se contaminer par d'autres maladies qui sont dans le trou. Fait que ce qui est exigé, c'est ceux-là, tuberculose, brucellose, puis arthrite encéphalite caprine. Là, on peut passer à la prochaine. Puis là, ben, c'est sûr que le formulaire 1634, complété par le vétérinaire accrédité, il est valide pour 60 jours suivant la date d'échantillonnage, une quarantaine minimale de 45 jours, test par l'Agence canadienne après la quarantaine minimale, puis tant qu'il n'y a pas de récolte, tant qu'on n'a pas reçu les résultats de la deuxième série de tests. Par contre, on pourrait récolter durant la quarantaine pour usage exclusif du propriétaire, évidemment, mais pas pour domestique, pas du tout pour domestique.
Bon, qu'est-ce qu'il nous qualifie la quarantaine, l'Agence canadienne, dans les règlements? Ça, c'est écrit textuellement par rapport à ce qui est écrit dans le site de l'Agence canadienne. Dans un bâtiment isolé, ça, je suis bien d'accord. Ou dans une pièce isolée physiquement, je suis bien d'accord. Séparé du reste du troupeau, je suis d'accord. Air extérieur, je suis d'accord. Paddock avec abri, je suis d'accord. Sinon, pas de contact nez à nez avec les autres animaux. Ça veut dire qu'il est dans la même bâtisse, puis qu'il est dans un parc à côté, même séparé. Disons que je dirais, moi, si j'ai des conseils à donner à ceux qui se préparent à faire de la récolte, puis je vois Catherine peut-être écrire quand elle fera son rapport à l'Agence canadienne, que d'être un peu pas mal plus strict au niveau de la quarantaine. Mettons. Parce que nez à nez, oui, bon, ça peut limiter certaines maladies, mais côte à côte, Seigneur, il faudrait qu'il précise d'un mur de telle hauteur, il faudrait qu'il précise une distance de tel nombre de mètres ou de tout ça, mais ce n'est pas précisé du tout dans le livre des règlements. Ça, je l'ai souligné. C'est pour éviter toute transmission de la maladie. Je suis moins familier peut-être avec le comportement des boucs, mais un bélier ou un mouton ne fait pas ça tout seul. Puis un bouc, me semble, ne mérite pas de rester tout seul tout le temps. Parce qu'il va être stressé en ciel dans tout ça, là, puis qu'il va voir un humain juste une fois par jour pour le nourrir. Peut-être de voir, moi je dirais pour le bien-être animal, pour le bien-être de cet animal-là, qu'il y ait au moins un deuxième animal testé en même temps, mais là ça augmente les coûts, vous allez me dire, mais au moins pour que ça ne soit pas trop stressant. Puis en tant que tel, moi c'est ça, le dernier picot, c'est moi qui l'ai rajouté, là, mais revoir ensemble quelques principes, c'est-à-dire que par rapport, s'ils ne sont pas nez à nez, mais au moins regarder le sens de la ventilation, le déplacement sécuritaire du personnel, ce n'est pas mentionné dans le règlement de l'Agence canadienne. Attention aux animaux de compagnie qui peuvent être aussi un vecteur de maladie. Quant à moi, oui, il y a la précision importante à donner pour les maladies infectieuses, mais aussi pour aller du côté vraiment de la quarantaine, il y aurait des améliorations apportées au niveau du permis domestique. Permis d'exportation, ben, c'est vraiment ce qui est écrit dans le règlement, ne doit pas faire l'objet d'une quarantaine, doit être exempt de tremblante. D'adénomatose pulmonaire, c'est bien écrit. C'est difficile à diagnostiquer ça pour un vétérinaire, l'adénomatose pulmonaire, nécessairement. Fait que, la maladie est présente au Québec, mais de dire que dans un troupeau, ça prend vraiment probablement un animal en phase terminale qui a beaucoup de sécrétions pour dépister ça, mais ça peut être difficile à diagnostiquer par rapport, mettons, sur un brebis ou un mouton, un bélier, sur les tumeurs nasales transotiques. En tout cas, toute autre maladie transmissible, ça c'est écrit aussi pour l'exportation. Toute autre maladie transmissible. Bon, il y en a qui n'a pas d'avortement dans son troupeau, qui n'a pas de scie éventuellement. C'est pas simple. La dénomatose pulmonaire non diagnostiquée depuis 3 ans, la tremblante non diagnostiquée depuis 5 ans, ni dans le troupeau d'origine, dans un troupeau où a déjà séjourné le bouc, ça je suis bien d'accord aussi, ni le géniteur ou la génitrice, c'est bien d'accord aussi. Fait que ça, c'est beau. Exportation, vous les avez là, les tests obligatoires. C'est sûr que oui, il doit y avoir aussi, en plus, quand c'est fait dans un centre récolte, il faut que ça soit obligatoire à ce moment-là pour l'exportation. Ben, oui, il y a eu une quarantaine qui a été faite à la ferme parce que le bouc a été isolé des autres animaux pour justement, après qu'on ait pris ses prises de sang. Et une fois que c'est négatif, c'est là où que le vétérinaire accrédité remplit le formulaire 1634. Oui, Lynn? Par rapport au test demandé, est-ce qu'ils décrivent le test qu'ils veulent, sur quel spécimen? Oui. OK. Oui. Tout est décrit? Oui. OK. Tout est écrit. Puis, mettons, je dirais de mémoire, là, c'est dans les règlements, vous l'avez très bien détaillé. Puis,
ça serait le fun s'il se faisait tout à la même place, mais il se fait généralement dans 4 ou 5 laboratoires différents. OK. Fait que ça, il faut que le vétérinaire accrédité soit au courant du nombre de tubes à prélever. Puis après ça, où il l'envoie. Fait que ça, c'est sûr que c'est. Puis ça aussi, ben, je ne l'ai pas mis, j'aurais peut-être pu le mettre, mais ça aussi, c'est le sujet à changer. Puis je ne préférerais pas vous induire en erreur là-dessus. Mais ta question est excellente, Lynn, c'est vraiment ça. Il faut que le vétérinaire accrédité, de toute façon, lui, quand il va avoir suivi son accréditation, ça va lui être dit clairement. Là. Puis le vétérinaire de l'Agence canadienne va vraiment spécifier ça, puis avec le nombre de millilitres de sérum qu'il faut, etc. OK, Oui, Catherine? merci. Je me demande, quand pour le permis d'exportation, là, on envoie notre book, mettons, en Alberta, là, chez Lynn ou ailleurs, là, est-ce que le troupeau doit avoir été testé pour la brucellose, puis la lepto, puis tout ça aussi? Non. C'est spécial parce que quand on veut importer de la semence des États-Unis, c'est exigé Non, que le non, troupeau c'est a pas. été testé, puis c'est pour ça qu'on ne peut pas en acheter parce que les Américains ne veulent pas, ça coûte bien trop cher. Là, tu sais. C'est Non, OK, tu vois, c'est bon. c'est ça. Non, pas plus OK, que ça. c'est bon. Non, c'est pas toujours simple. C'est pas, des fois, c'est toujours logique, on ne sait pas tout le temps. Je ne veux pas me lancer là-dessus. Bon, l'avertissement, ben, je pense que j'ai déjà dit aussi, dépendant toujours, ça s'en va, cette semence-là. Ça peut avoir d'autres tests, puis évidemment, c'est la même chose. Si ces tests-là ne sont pas complets, ça ne pourra pas passer à l'Union européenne, tout simplement. Fait que les particularités, c'est toujours à voir. Ça, c'est la même chose. Je ne sais pas si je le note, mais peut-être pas dans la prochaine diapositive, Marie-Claude. Non, après récolte. C'est pas ça. Si jamais aussi, puis je ne l'ai pas mentionné probablement dans mon PowerPoint, là, c'est la même chose. S'il vient à l'idée d'importer de la semence, ça, vous allez sur le site de l'Agence canadienne aussi. C'est le service automatisé pour l'importation, le SARI, S-A-R-I. Puis là, tout dépendant du pays, tout dépendant de l'État américain, vous allez voir si la semence peut être importée. Puis les spécifications. Puis si elle peut être importée de ce pays-là, c'est parce que oui, il y a eu des ententes, puis oui, il y a des laboratoires, mais ce n'est pas tous les centres de récolte du pays où vous achetez la semence qui répondent aux normes canadiennes. Fait que si ça ne répond pas à 100% aux normes canadiennes, la semence, elle va être collée en arrivant au Canada, puis elle va être détruite. Fait que ça, On suggère de vous faire accompagner par votre vétérinaire de district de l'agence oui. pour faire ça. Oui, c'est bien clair parce que c'est énorme. Moi, je dis, c'est sûr que personnellement, quand j'ai regardé ça ou une fois que je regarde ça, j'étais un peu nerveux, moi, de dire ça. Ça fait que c'est sûr que se référer à l'Agence canadienne tout le temps, c'est toujours la meilleure solution. Ouais, parce que c'est pas simple. Non. C'est pas des processus simples. Oui, mais tu sais, Rénal, je ne sais pas si c'est Rénal ou si c'est lui qui est là aujourd'hui, là, mais tu sais, Rénal en importe souvent de la France, mais tu sais, ça vient d'un centre accrédité, ça vient pas de. Puis ils sont habitués, tu sais. Fait que ils se connaissent, c'est facile Oui. à faire, mais si on veut faire une nouvelle importation d'un nouveau centre, il y a plusieurs mois, là, puis pensez pas que ça va prendre la semaine prochaine, là. Ils pensaient Long. peut-être pas que ça va fonctionner. Là. Non, J'en plus. connais des fonctionnera producteurs pas. de moutons qui ont essayé d'importer, puis même avec l'aide de l'agence, ils ont, en tout cas, ils ont abandonné. Puis il se passe des affaires aussi. C'est sûr que, par exemple, la maladie nodulaire qu'il y en a en Europe présentement, certaines maladies qui vont arriver aussi, puis à ce moment-là, la semence qui peut être importée, c'est seulement celle qui a été récoltée avant le début de l'épidémie de maladie nodulaire. Fait que, là, je parle de maladie nodulaire parce que là, présentement, elle sévit en Europe, mais c'est la même chose. Il faut toujours se tenir à jour. Il faut voir, ben, si la date de la récolte de la semence dépasse la date du début de l'épidémie, ça aussi, ça va être collé à 100%. Fait que c'est bon. Je vais faire vite. C'était juste pour vous glisser un petit mot là, sur comment on fait pour
le processus, un coup qu'on a de la semence, dans le fond. Premièrement, on fait une évaluation visuelle de la semence. Ensuite, on va mesurer la concentration de la semence, puis ça va permettre avec la concentration, ça va nous permettre de voir si la quantité de diluant qu'il va falloir mettre, puis si la semence est assez concentrée pour être diluée et congelée aussi. Ensuite, on va la diluer dans un produit pour pouvoir faire on dilue une certaine quantité, là, pas la totalité, pour pouvoir faire l'évaluation individuelle des spermatos. Dans le fond, c'est qu'on va regarder la vitesse de déplacement, s'ils se déplacent en ligne droite. Il y a des problèmes morphologiques aussi qu'on va voir. Fait qu'on s'assure d'avoir un minimum là, de pourcentage intéressant au niveau de l'évaluation individuelle. Puis, si la semence passe le test, la semence de bouc, il y a quand même du liquide séminal pas mal au travers, puis elle doit être centrifugée à 2 reprises avant d'être diluée, puis congelée. Les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des spermatos, c'est... vous voyez, j'ai mis une image là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, il y a des queues recourbées, des têtes décapitées, on voit les queues comme ça en courbe, on voit les gouttelettes cytoplasmiques ici, puis on va faire aussi une coloration pour pouvoir mesurer le pourcentage de spermatos vivants. Vivant puis mort. Puis il y a aussi une machine là, qui va permettre de la capacitation, dans le fond, de voir la force là, des spermatos, si on veut. Là. Puis quand on a jugé que la semence était assez bonne pour être congelée, là, c'est ça. On va la réfrigérer. Ensuite, on va la mettre dans l'azote. Puis 24 heures après la congélation, je vais faire une évaluation de la semence. Puis je vais refaire une évaluation de la semence après 7 jours parce qu'ils disent qu'elle peut se détériorer pendant 6 jours. Fait qu'après, à la 7e, 8e journée, je vais refaire une évaluation de la semence. Puis si elle est encore belle, on va la garder. Puis si jamais elle a pas survécu à la congélation, fait que ça prend vraiment une semaine avant de savoir si la semence ça peut être gardée ou pas. C'était ma partie de ce webinaire. Oui, puis peut-être revenir sur ta diapositive. Catherine, elle a une question. Y a-t-il des particularités, Marc-Claude, que tu connais dans les dilueurs entre les moutons et les chèvres? Peux-tu utiliser les mêmes produits ou il y a des choses qui font en sorte que... Je ne sais pas si tous les dilueurs qu'on peut utiliser dans le mouton peuvent être utilisés dans la chèvre. On a fait des tests. Là, ça remonte à quelques années, là, mais on avait fait des tests au niveau de l'ovin, puis on a fait des tests aussi au niveau du caprin pour avoir le meilleur dilueur. Là, en tout cas, on faisait des tests là, de congélation puis de décongélation. Là. Est-ce que tous les dilueurs peuvent être utilisés dans les deux espèces? Je ne sais pas, Gaston, si tu le sais, mais... Non, je n'ai pas cette réponse-là, mais je pense que nous, justement, c'est bon que tu dises qu'on l'avait fait, puis qu'on avait vérifié, qu'on avait la même qualité. En tout cas, c'est pour ça qu'on avait choisi ce diluant-là. Puis ça, pour donner une réponse exacte, il faudra faire une revue de littérature aujourd'hui pour voir par rapport aux nouveaux diluants qui sont sur le marché. C'est comme d'autres choses, il y a sûrement eu de l'amélioration ou des changements là-dedans. Puis moi, je voulais revenir juste sur, même si la semence passe tous ces tests, il est possible que sa capacité fertilisante ne soit pas bonne. Parce que ça, des fois, ça nous vient comme question. On fait tout ce qu'il faut pour la livrer au propriétaire, mettons, quand on le fait, mais on ne peut pas garantir qu'elle va être bonne, qu'elle va être fertilisante, qu'elle va avoir des bons résultats, parce que ça aussi, selon la recherche, il y a des différences. C'est un peu génétique là, au niveau du sperme. Il y a des lignées qui vont avoir une semence qui est beaucoup plus fertilisante, puis qui garde sa capacité maximum fertilisante, même en congélation. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est quand on décongèle, c'est les éléments que Marie-Claude a donnés, mais par contre, on ne peut pas certifier que l'éleveur qui va acheter les paillettes, il va avoir 80% de fertilité, parce qu'il y a une partie qui appartient à l'éleveur aussi, qui insémine, aux chèvres, etc. Il y a aussi
on ne peut pas dire si vous voulez en vendre, c'est sûr, moi, mon bouc, c'est le meilleur du monde, puis la meilleure semence au monde. Oui, mais il faut toujours garder des bémols là-dessus. Oui, c'est ça. Visuellement, la semence est d'une belle qualité, mais est-ce qu'elle a une bonne durée de vie? Puis en effet, la synchronisation des chèvres, puis tout l'environnement en ferme aussi, ça vient jouer, là. OK, merci Gaston pour le petit ajout. Puis là, j'en avais un système automatisé de référence à l'importation. C'est ça, c'est pour ça que je l'avais mis. Puis c'est vraiment un site là, que c'est assez étape par étape. Là. Mettons, il faut commencer par toutes les étapes qu'il y a dans tout ça, parce que ça peut être aussi bien de l'importation pour des œufs, de l'importation des mouches, puis tout ça. Fait qu'il faut tout passer les étapes pour trouver la semence, puis après ça, on a les pays, puis tout ça, qui sont possibles. Fait que ça, c'est sûr que c'est bien important. Puis le reste, je pense qu'on a, est-ce qu'on a la race désirée, est-ce qu'ils sont éprouvés ou pas? Il y a tout ça aussi qu'il faut aller, qu'il faut faire. Autant pour l'arrivée, je vous disais qu'il faut, là, quand on importe, qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, autant quand on veut récolter et qu'on veut vendre, il y a beaucoup de choses à vérifier aussi. C'est le but de l'exercice, c'était de vous dire, oui, les choix à faire, oui, les règlements qu'on doit obligatoirement respecter, puis d'autres que, comme éleveur ou comme que vous avez aussi à mettre des fois plus de prudence que pas assez. Ce que Lynn soulevait, il n'y a peut-être pas beaucoup de troupeaux des fois qui vont passer le test de pas de maladie infectieuse, mais ça, c'est sûr que si éventuellement, par les démarches que Catherine pourra faire aussi, de préciser ça, de donner moins de flou aux médecins vétérinaires, parce qu'il n'y a rien de pire que ça pour le vétérinaire d'être dans le doute, puis de signer quelque chose avec, puis on ne devrait jamais signer quelque chose avec lequel on n'est pas confortable. Puis la façon dont c'est écrit, c'est difficile de ne pas être confortable. Après ça, je pense que on a donné en tout cas le maximum d'informations, puis de toujours se rapporter au site de l'Agence canadienne, puis de prendre les informations nécessaires, puis de vérifier si un vétérinaire accrédité, puis lui aussi va avoir des informations assez récentes aussi à vous donner. Fait que c'est tout. Y a-t-il d'autres Merci. questions? Oui, Catherine. Oui, Catherine. Oui, j'ai 2 informations à vous amener là, qui étaient pas là-dedans, puis qui est juste pour complément d'information. Surtout pour les éleveurs de chefs de boucherie qui sont là aujourd'hui. On n'oublie pas que l'objectif de faire de l'insémination artificielle, c'est faire de l'amélioration génétique. Et que pour faire de l'amélioration génétique, ça prend des valeurs génétiques, des performances. Donc, s'assurer que les boucs de qui on achète la semence, oui, sont exempts de maladies, mais c'est aussi des améliorateurs pour les critères qu'on va améliorer dans notre troupeau. Puis pour ceux qui aimeraient aussi, puis ça, moi, au niveau des chèvres laitières, je ne le sais pas, mais ceux qui veulent enregistrer de la progéniture issue d'insémination artificielle, si vous achetez de la semence ou si vous en vendez, assurez-vous que si vous êtes un vendeur, il faut une preuve de propriété de la semence. Donc, ça prend une facture ou comme de quoi vous avez acheté la semence avec souvent marqué les numéros de paillettes aussi dessus que vous avez acheté. Parce que vous ne pouvez pas enregistrer de la progéniture si vous n'êtes pas propriétaire de l'animal et de l'insémination. Puis, vous devrez aussi, si vous inséminez, vous faites inséminer vos chèvres, vous devrez fournir un certificat de service aussi. Donc, qui donne la chèvre, le numéro de la paillette et le technicien qui a fait la saillie devra signer pour certifier comme de quoi qu'il a bien inséminé cette chèvre-là avec cette paillette-là ou ce bouc-là. Donc, juste vous assurer de garder ces informations-là lorsque vous devrez soumettre un certificat, une demande d'enregistrement pour un animal. C'est tout. Merci, Gaston. Merci, c'est bon complément d'information. Merci, Catherine. Je peux juste confirmer, dans le laitier, c'est la même chose pour enregistrer. Ça prend des papiers, puis il faut que l'inséminateur ait signé comme quoi qu'il a vraiment utilisé telle paillette sur telle chèvre. Dans le mouton, pour ceux que j'ai fait aussi, oui, ça prend ça aussi, effectivement.
Et je veux juste vous dire là, que Gaston, là, tu sais, ça a l'air gros, là, mais si vous importez surtout la gang de laitiers, si vous importez de la semence, tu sais, de chez Capgène en France, là, ben, tu sais, il y a quand même, tu sais, une évaluation de la qualité de la semence qui est faite, puis il y a quand même, tu sais, c'est pas comme si ça venait d'on sait pas où, à quelque part, au Venezuela, là, tu sais. Tu sais, quand ça vient d'un centre qui est accrédité, puis qui est fait pour ça, puis qui roule depuis longtemps, mais on peut quand même penser que la semence va être de qualité. Oui. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment embarqué dans l'importation, là. On en a parlé un petit peu, mais tu sais, même si c'est de la semence importée d'un centre de qualité, oui, ben, on fait confiance, mais l'analyse de la semence avant l'insémination reste quand même, c'est quasiment, tu sais, c'est obligatoire, là, je dirais, là, de savoir qu'est-ce qu'on met dans nos animaux, là. Puis, généralement, qu'est-ce qui est dans le SARI, là, puis que ça a été vérifié par l'Agence canadienne, c'est parce qu'ils répondent aux critères canadiens. Fait que ça, c'est aussi rassurant. C'est pour ça que c'est la première étape à faire, dans le fond. Parce que si vous en allez au Congo, non. Puis en Colombie, non. C'est sûr. Il y en a Et pas. les voyez-vous, les résultats de semences, les résultats d'analyse de semences quand vous emmagasinez? C'est-tu écrit, non? OK. Non, c'est quand on a importé de la Nouvelle-Zélande, ils ont ramassé les boucs dans le champ, ils les ont rentrés au centre, ils ont fait une quarantaine, puis là, ben, ils ont évalué la semence. Mais tu sais, c'est le genre de truc sur lesquels on tombe. Mais si on veut de la nouvelle génétique, on n'a pas le choix d'aller de l'avant puis mettre un pied dans la porte parce que sinon, on C'est n'aura sûr. jamais, là. Tu sais. C'est sûr. Puis il Non, y a eu non, quand non, même puis des bons c'est correct, là. résultats, là. Tu sais, on a pas mal, là, elle commence à être enregistrée, là, la progéniture au Canada qui est issue de l'insémination artificielle de Nouvelle-Zélande, là. Puis il y a quand même, tu sais, c'est pas fameux, là, tu sais, mais c'est pour une première, là, tu sais, du 30-40 %, c'est quand même bien, là, pour En commencer. laparo? Euh, Insémination par laparo, dans le fond? Il En y a eu de laparo? la fraîche, puis il y a eu de la laparo. La laparo, c'est un petit peu plus élevé aussi. OK. Mais là, Mais Ça- on va pas chercher 100%, hein. Même en France, là, jamais, non, non. puis là, je me réfère aux moutons, là, mais dans les races ovins bouchés, là, boucheries en France, ils n'ont pas 75% non plus de moyenne, là, de gestation, là. Dans le Non, laitier, c'est plus élevé, là, mais c'est pas... non. Puis cette progéniture-là, là, assurez-vous que vous la gardez dans la ouate parce que moi, j'ai des producteurs dans l'Ouest là, qui sont fait bouffer la progéniture par les coyotes. Tu sais. Fait que non. tout ça pour ça, là. Tout ça qui arrive dans Ça l'estomac du devient nos coyote. précieux, là, c'est sûr. Exactement, c'est ça. Hein.